Prison coal in Einstein-Husel. You the cold maze say one prison call in Einstein-Husel. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que ce soit vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichons. Je suis Julien Guimond et je suis comme toujours accompagné des Van Gogh et Dave de la cinématographie. J'ai nommé Marcella Tafia et Lou Bobin. Bonjour. Bonjour, des comparaisons de mieux en mieux. Oui, c'est vrai. Hein. Et plein d'autres gens, mais non. Alors en tout cas en néerlandais, c'est pas évident, il y a beaucoup de peintres en tout cas. Pour ce nouvel épisode, vous l'aurez compris, donc nous allons parler d'une réalisatrice néerlandaise donc, qui mérite d'être redécouverte et pour cela nous avons le plaisir de recevoir Karine Bach. Bonjour Karine. Bach, pardon. En plus je t'ai demandé juste avant. Karine Bach, bonjour. Enchantée, alors tu es directrice des éditions Extralucide, ou comme le dirait Marcel... Extralucide extra lucide. Voilà, ça c'était juste pour info. C'était pendant une présentation, je crois, où tu avais un petit peu, fourché sur Extra Lucide Film. Donc bonjour Karine et merci beaucoup d'être venue. Merci pour l'invitation. Vous êtes une passionnée de cinéma et après avoir été chef de projet édition vidéo chez l'éditeur Backfilm, qui a une collection invraisemblable que je vous invite à redécouvrir grâce au merveilleux Internet. Vous avez créé en 2020 avec Patrice Véry Extralucide Film, qui a à cœur de faire découvrir des films qu'on a vraiment peu l'habitude de voir, comme ceux de notre bobine du jour. Ah oui, tout à fait. C'est la mission d'Extralucide, n'est-ce pas ? Oui, j'étais passionnée par le discours. Oui, la mission d'Extralucide, c'est d'un côté, remettre des films en avant parce qu'ils ont eu de nouvelles restaurations. Donc, on est pas mal dans le cinéma de genre, d'horreur, tout ça. Et aussi, faire découvrir des films un petit peu plus contemporains, cinéma indépendant, et notamment des films de femmes et des premières œuvres de films de femmes. Alors justement, on va parler donc plus longuement de notre bobine du jour. Mais avant, ce sera bien sûr, comme toujours, on l'attend, hein, le portrait de Marcel. C'est à vous, Marcel. La Hollande, ce n'est pas que Dave, les Biclous et le Gouda. C'est aussi le cinéma. Celui de Verhoeven, bien sûr, celui de Jan de Bont peut-être, mais connaît-on celui d'une autre surdouée ? Féministe, marxiste et jusqu'au boutiste, elle lance avec son premier film Un pavé dans la mare, avant, quelques films plus tard, de remporter l'Oscar. Cette bobine injustement oubliée, cette punk avérée, c'est Marlene Goris. Alors Marlene Goris, donc Marlene Goris, je ne sais pas comment on le prononce, c'est pareil, j'ai un petit doute aussi à la néerlandaise, je ne suis pas spécialiste. Mais avant de parler donc de ces films que vous avez ressortis en salle, je crois, fin août. Oui, le 20 août, on a sorti ces deux premiers films, Le silence autour de Christine M et Miroir brisé. Voilà, donc tourné en festival. Tourné en festival, donc on a pu entendre Marcel présenter, je vous rappelle. Extra lucide, extra lucide. Maintenant, je vais le garder, je pense, toujours à côté de moi, si ça ne te dérange pas. Donc, ces deux films, Silence autour de Christine M et Miroir brisé, qui sont des films de 1982 et de 1984. Avant de parler spécifiquement de ces films, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Marlene Goris, qui est cette réalisatrice dont moi, je n'avais jamais entendu parler avant qu'on fasse cette émission ? Eh bien, nous n'en avions pas entendu parler non plus avant l'année dernière. C'est donc une réalisatrice hollandaise. Elle est née en 1948. Elle a fait des études d'écriture, de littérature
en Hollande et en Angleterre. Son premier film, en fait, elle écrivait plutôt des scénarios. Elle n'était pas prête à réaliser et elle voulait proposer le scénario, elle l'a d'ailleurs fait, du Silence autour de Christine M à Chantal Akerman, dont elle admirait grandement le travail. Et Chantal Akerman lui a dit, mais réalise-le, ce film est pour toi, c'est ton sujet, ton projet, donc fais-le. Et donc c'est comme ça en fait qu'elle a commencé à réaliser sous l'impulsion et les conseils de Chantal Akerman. On peut faire sa filmographie en 2 parties, la découper en 2 parties. On a vraiment une première trilogie, Le silence autour de Christine M, Miroir brisé et The Last Island, qu'on peut voir vraiment, qui fonctionne vraiment comme une trilogie par la thématique et l'évolution narrative et de ses personnages. Ensuite, il y a eu son fait pour lequel elle est le plus connue. En fait, c'est Antonia et ses filles, pour lequel elle a reçu l'Oscar du meilleur film étranger en 1996. Ça, c'est 4 films qu'elle a écrits et réalisés. Et ensuite, elle est passée à des adaptations littéraires. Donc, il y a Mrs. Dalloway, d'après Virginia Woolf, et La défense Lougine de Nabokov. Ensuite, elle a fait quelques téléfilms et d'autres. Et en fait, en plein tournage d'un film, elle a fait un burn-out. Elle ne pouvait plus continuer. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a repris le tournage. Et après ça, elle a disparu complètement. Elle a décidé de ne plus parler de ses films et de ne plus se montrer et s'exprimer dans les médias. Oui, elle a pris sa retraite et c'est vrai qu'en voulant faire des recherches sur Marine Goris, je n'ai pas trouvé grand-chose. Hein. Non, heureusement, il y avait ton dossier de presse, justement, mais qui était là. Mais sinon, c'est vrai qu'elle a très peu parlé de ses films. Déjà, elle ne veut plus en parler, mais elle a très peu parlé au long de sa carrière. Bon, je pense qu'on ne lui a pas souvent tendu le micro aussi. Hein. C'est vrai que ces rares interviews que j'ai pu trouver, c'est justement à propos d'Antonia, parce qu'elle avait eu quand même un Oscar, ce qui n'est pas rien. Mais donc, parlons d'abord du premier film, Marcel, donc, que tu connais bien. Oui, alors Le silence de Christine M se passe à Amsterdam, mais bon, désolé pour les amateurs de Rembrandt, des tulipes et des jolis canaux, c'est pas tout à fait une vision de carte postale de la ville où on tolère les nichons et le chichon. Parce que c'est un film qui est à la fois un film d'enquête, une enquête psychologique aussi et sociale, en même temps une espèce de dramédie. C'est un film qui est très difficile à résumer et en même temps d'une efficacité absolue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le plot, on va dire, le synopsis de ce film ? En fait, le film raconte le destin de plusieurs femmes. 3 femmes. Qui vont se rencontrer, en fait, qui ne se connaissent pas et qui vont se retrouver dans un magasin de vêtements et qui vont, par connivence, c'est pas du tout prémédité, tuer le responsable de la boutique. Et elles ne vont plus se revoir jusqu'au jour de leur arrestation et où on va les mettre en prison. Elles avouent le meurtre, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, une psychiatre... Elle est psychiatre, extra lucide. Elle est psychiatre. Et extra fatiguée surtout. Excusez-moi. Une psychiatre va être chargée de faire leur profil psychologique pour témoigner au tribunal et surtout définir si elles ont agi sous le coup de la folie ou en étant parfaitement saines d'esprit. Donc c'est déjà un pitch qui original. pose beaucoup de questions et ce qui fonctionne en vrai par flashback, puisqu'au début on voit effectivement des femmes qui sont arrêtées sur leur lieu de vie. On commence sur l'arrestation et on ne sait pas du tout où on met les pieds, c'est vraiment crescendo. Et donc pour un premier film, c'est une énorme maîtrise de la mise en scène. En plus, il y a quand même pas mal de scènes qui sont très inattendues avec beaucoup de travail des actrices principales, au nombre de 4 qui sont tout à fait étonnantes. Je pense que même dans leur carrière, ça a été un jalon qu'elles n'ont peut-être pas pu reproduire dans d'autres films. C'est un film que certains peuvent rapprocher, par exemple, justement, de Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, d'un certain cinéma on va dire, de femmes. Et à la fois, il est tout à fait singulier. On peut quand même parler du film. Effectivement, il est assez étonnant. Il est, comme tu dis, il est assez froid. Il y a quand même souvent une caméra à épaule. Il est assez énergique aussi. Bon, il y a on en parlait avec Lou, mais il y a ces couleurs un peu des pays de l'Est. C'est un peu glauque quand même, l'ambiance du film. Même si ces femmes sont quand même assez joyeuses. Sans trop en révéler,
On verra ça à la fin. Mais il y a effectivement il y a un mystère autour du meurtre. Pourquoi elles ont fait ça ? Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, elles ne se connaissaient pas avant. Et d'ailleurs, la scène du meurtre, qui n'est pas montrée dans son intégralité, mais à chaque fois par des petits bouts de flashback, est terrifiante. Terrifiante Parce que justement, il n'y a pas de son, il y a du son direct, il n'y a pas de post de travail sur la post-synchro ou même sur le son derrière. Et c'est vrai qu'on demeure quand même terrifié par cette ambiance. C'est drôle que vous disiez ça, parce qu'en salle, les gens étaient morts de rire, moi aussi. Sur le meurtre ? Mort de rire. Ah bon ? C'était hilarant. Non, mais je veux dire, c'était complètement jouissif, quoi. Ah oui, alors jouissif, peut-être. Parce qu'effectivement, c'est quand même un film qui raconte une certaine histoire de la femme à cette époque-là aussi. Oui, mais moi j'étais plutôt dans la team terrifiée par. Je pourrais retrouver les noms des gens qui étaient dans la salle parce que ça m'inquiète, ça. Mais pour autant, on voit pas une goutte de sang et on est tout le temps du point de vue en fait des femmes qui assènent les coups et tout ça. Donc c'est assez avec toutes sortes d'objets contondants auxquels on n'avait pas pensé. Non, mais après, des morceaux de faites sein, gaffe quand vous allez dans un magasin de fringues. Là où je trouve que ce qui rajoute au côté terrifiant, c'est que finalement le bonhomme, on va pas spoiler le meurtre non plus, le déroulé, mais c'est juste que il n'y a pas de raison de lui en vouloir particulièrement, c'est ça qui est... Pas plus que ça, je veux dire. Il prend pour tout le monde. Si vraiment il avait fait quelque chose de déplacé et qu'elle lui maravait la gueule, là effectivement je trouve ça jouissif, mais là c'est vraiment que le type, mais il ne s'y attend pas du tout. Il y a une forme de surprise pour le spectateur. Désolé d'avoir. Et si vous êtes tous tristes, ça m'inquiète. Non, puis en plus, alors je vais en profiter pour passer un petit extrait. En plus, il y a une musique dedans qui est un peu étrange. De Lodewijk de Beurre. Oh, joli, Lodewijk de Beurre. Écoutez un petit peu. Très Carpenter. Oui, très années 80 en tout cas. Découverte du synthétiseur. Et ça fait un peu assaut. Un peu assaut, c'est vrai. Donc on voit des grandes nappes comme ça. C'est un film, à la première, effectivement, quand on sait que c'est un premier film, c'est absolument surprenant. Enfin, la maîtrise du montage, de l'image, et puis la direction d'actrice aussi est incroyable. Et de la fin, qu'on ne va pas révéler, mais qui a un twist assez inattendu, qui fait beaucoup réfléchir, et en même temps en forme de pied de nez. Non, parce que parlons un petit peu de ces trois femmes, juste dans ces trois personnages. Il y a quand même l'actrice principale, on va dire, celle qui est un peu à l'initiative de ce meurtre. On ne révèle rien quand on dit le meurtre, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on sait dès le départ, parce qu'il faut arrêter pour ça. Interprétée par Eda Barent, et donc qui est en fait le personnage de Christine M., et qui va effectivement, le titre est expliqué, se murer dans un silence pendant toute l'instruction, même pendant toute l'étude psychologique. Elle, c'est une femme au foyer, elle s'occupe de son enfant, son mari n'a pas envie de s'occuper des enfants. Il y a un autre personnage qui, elle, est secrétaire, et une secrétaire qui est très efficace, très forte, mais comme vu que ce n'est qu'une secrétaire, son patron ne l'écoute pas alors qu'elle a des super idées, ou alors il l'écoute, mais il va lui piquer l'idée. Et une troisième femme qui, elle, est tenancière d'un bar, une espèce de PMU, un tripot avec que des hommes, et qui, elle, effectivement, a toujours été seule, a toujours refusé la présence des hommes, même si elle a été mariée avant. Et donc, ce sont ces trois femmes qui vont un jour commettre l'irréparable. Oui, et là, on dépeint vraiment trois femmes qui évoluent dans une société complètement patriarcale et qui sont sous le joug de l'autorité masculine, que ce soit dans leur foyer, dans le cadre professionnel, etc. Et Christine M., on a même l'impression que dans sa vie de tous les jours, elle ne parle pas non plus, même bien avant l'enquête et l'instruction. Avec son bébé, elle n'a pas vraiment de connexion non plus, elle le prend dans le parc, elle le repose. Il n'y a aucune parole, elle ne dit rien. Non, on l'entend à peine parler dans le film. Oui. Et puis la secrétaire, elle, parle, mais elle est silenciée par son supérieur. Et la barmaid, la barman, elle a une gouaille, mais c'est plus pour répondre aux insultes, aux violences sexistes dont elle est la victime au quotidien. Et alors on suit une héroïne qui est donc psychiatre. On voit tout de suite, d'ailleurs, dès l'entrée du film, qu'elle est d'un milieu aisé, elle est mariée à un avocat, bourgeois, qu'elle-même est une intellectuelle, qu'elle est sûre d'elle, etc. Et en fait, on va voir que son chemin, qui est celui aussi des spectateurs, n'est pas du tout ce qu'elle attendait, qu'elle-même est perdue assez vite parce qu'elle ne comprend pas. Enfin, ça déjoue complètement tout ce qu'elle sait. Et elle-même va faire un retournement assez magistral. Et donc ça c'est vraiment un des coups de génie du film. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en séance, à la fin,
la plupart des femmes ont dit, mais en fait, absolument rien n'a changé puisqu'on pourrait tourner exactement le même film et ça marcherait strictement pareil. Donc ce film qui a une 40aine d'années. Oui, c'est confondant. Oui, surprenant et en même temps si surprenant. Voilà, pas grand-chose n'a changé. Alors, il y a eu plusieurs vagues de féminisme, on a eu MeToo. Et pour autant, même si on peut noter quand même des évolutions dans la parole qui se libère, ça reste quand même terriblement d'actualité. Non, puis surtout qu'effectivement, elles vont avoir un procès ensuite. Et ce qui est très drôle, c'est que on se retrouve dans une salle d'assises où en face d'elles, toute la justice est représentée par des hommes, encore une fois. Donc c'est presque une farce, encore une fois, ce procès. Donc c'est un film très fort. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au procès, c'est vraiment pas le nerf de la guerre, le procès à la fin, mais on revoit dans le public des femmes qui viennent les soutenir, qui étaient les autres femmes qui étaient présentes dans le magasin au moment où elles assassinent les témoines. Le boutiquier qui vraiment n'a rien demandé. Et où elles restent qui sont aussi, complices. Et qui sont plus ou moins en train de regarder ça et qui viennent témoigner à la fin, les soutenir. Et pareil, il n'y a pas une parole. Ah, ne témoignent pas. Non, je veux dire témoigner de leur présence. Oui, je veux dire, il y a des regards échangés. Les regards dans la scène de procès sont merveilleux. Et elles ne disent rien. Il y a une sororité qui est en train de se créer sans mot dire. Enfin, sans mot, virgule, dire. Oui, c'est ça la puissance des films, des 4 films, les 4 premiers films de Marlene Goris, c'est que à travers une micro-société, des espaces clos ou pas clos pour The Last Island, enfin c'est une île déserte, donc ils sont quand même enfermés dehors, elle recrée des modèles de micro-société avec toujours une sororité qui s'organise en réponse aux hommes, en défense au patriarcat. Et c'est très intéressant de voir les 4 films, vraiment, parce qu'on sent l'évolution de son discours aussi, et j'aime beaucoup. Puis c'est pas bavard, parce qu'il y a beaucoup de films comme ça qui ont tendance à étaler sur la table avec des dialogues à n'en plus finir. Là, c'est vraiment à l'économie, et c'est bien plus fort de pas montrer. Enfin, moi, je suis vraiment pour ça, parce que, comme vous le savez, le gore, c'est pas mon truc, puisque je tombe dans les pommes. Et là, j'ai vraiment aimé la scène du meurtre. Très bien. Mais tu n'as pas ri, par très drôle. Je n'ai pas ri, mais il n'y avait pas une goutte de sang. Tu n'es pas une psychopathe. Je suis pas une psychopathe. Non, mais c'est vrai que on va en venir au deuxième film, mais bon, après, je peux pas faire une analyse complète des dialogues en néerlandais que je ne parle pas, mais je trouve que c'est vraiment très mesuré. Il n'y a jamais un mot de trop, pour le coup. Non, c'est un film, on peut dire, c'est un film parfait pour un premier film. Magistral. Et donc, la réception a été à la hauteur, j'imagine, surtout en France. N'est-ce pas, Julien ? Ah oui, alors oui, pour avoir un exemple de réception dans les cahiers du cinéma. Je vais prendre ma voix de cahiers du cinéma. Tout ça est plus bête que méchant et ce féminisme aura des pâquerettes ressemble trait pour trait à la caricature qu'on fait parfois d'un mouvement de libération, évidemment légitime. Voilà. Je pense que le cahier avait tout compris. Bien résumé. Excellente. Est-ce que tu as eu des vents de la réception de ce film ? Je crois qu'il a quand même eu du succès, notamment aux Pays-Bas. Alors, je n'en sais pas beaucoup. En tout cas, il a eu un prix. Il a eu le Veau d'Or, qui est l'équivalent du César des films aux Pays-Bas. Donc, il a quand même des distinctions. Oui, ça, c'est sûr qu'il a fait beaucoup parler de lui. Il a été aussi sélectionné au Festival du film de femmes de Créteil. Il a remporté le prix, apparemment. Voilà, et après, on ne l'a plus vu jusqu'à cette année, au mois de mars, à la Cinémathèque. Il a jamais été édité en DVD ? Non, en fait... En cassette, rien du tout, non, c'est totalement inédit en France. Les 3 premiers films sont ressortis aux États-Unis dans un coffret en version restaurée chez Cult Epix. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a découvert ce cinéma incroyable. D'accord. Et par hasard, donc, ou vraiment on te l'a conseillé ? Alors là, c'est Virgile Iscan, notre traducteur tout-terrain et de génie, qui nous a porté à notre intention ce coffret. Incroyable. Oui, on parlait de procès, tout ça. C'est vrai que toi-même, dans le dossier de presse, tu en parlais. On fait un parallèle assez évident avec le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, parce que c'est aussi un film de procès. C'est un film sur la place des femmes. Est-ce qu'une femme accusée d'avoir fait un meurtre est forcément folle ? Il y a aussi une histoire de classe sociale, tout ça. Enfin, ça résonne beaucoup dans ce film-là. Oui, c'est ça qui est terrible, c'est que les juges ne donnent pas du tout de crédit à l'analyse de la psychiatre et pour eux, la seule solution, c'est qu'elle soit folle, qu'elle ait agi sous le coup de l'hystérie ou on ne sait pas. Ils ne peuvent pas concevoir... C'est binaire, ouais. Ouais, que des femmes se soient rebellées contre le système et la société dans laquelle elles vivent. Et en même temps, c'est un dilemme pour la psychiatre de décider de dire ou pas
si elles sont folles ou non, parce que si elle dit qu'elles sont folles, elle peut potentiellement les sauver parce que du coup, elles ne seront pas exécutées ou ne feront pas des peines de prison conséquentes. Et si elle dit qu'elles ne sont pas folles, je trouve qu'il y a un vrai dilemme tout au long quand elle réécoute. Il y a des scènes chez elle où elle réécoute les cassettes des enregistrements la nuit, où vraiment elle n'endort plus, où on sent qu'il y a quand même un peu ce truc de qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sauve le combat ou est-ce que je sauve la vie de ces femmes ? C'est-à-dire qu'on a quand même une compréhension avec une femme est plus en sécurité en prison que dehors. Qui est quand même dit par un des personnages. Et là, effectivement, ça travaille un peu dans la tête et on se dit ah oui, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est pas faux. Et c'est une prison qui a l'air plutôt... Qui a pas mal, hein. C'est pas Sing Sing. Et on embrasse Nicolas Sarkozy qui vient de rentrer en prison. Alors, je voudrais juste noter les actrices qui sont aussi formidables, notamment Eda Barents, qui est une espèce d'Annie Girardot néerlandaise, avec la même coupe de cheveux un petit peu. Le sosie. Ouais. Le sosie un petit peu. Et aussi, alors moi, je trouve qu'elle a crevé l'écran, c'était Henrietta Toll. C'est de brune avec des grands sourcils là, qui joue la secrétaire dedans et qui est vraiment génial et qu'on va retrouver dans son deuxième film qui s'appelle donc Miroir brisé. Miroir brisé. Alors qu'est-ce que c'est que ce film Miroir brisé ? Alors on change d'ambiance. Là, l'action se passe dans une maison close à Amsterdam et donc on suit la vie des prostituées de cette maison close, comment elles interagissent entre elles et évidemment les liens avec leurs clients. Qui s'appelle mal nommé Happy House. Happy House. La maison du bonheur. La maison du bonheur, pas vraiment. Et en parallèle, alors, dans Christine M, c'était sous forme de flashback. Là, Marlène Goris prend le parti du montage alterné. Et donc, en parallèle de cette vie dans la maison close, on suit un tueur en série qui kidnappe des femmes, les séquestre dans un sous-sol et les fait mourir en les privant de nourriture et de boissons. Et en les prenant en photo. Et en les prenant en photo à chaque stade de dégradation. Et dont on ne verra pas le visage, en tout cas jusqu'à la fin de ce meurtrier. Tout à fait. Donc ça, c'est encore une... ça, vous avez ri aussi à ça, Marcel, peut-être? Énormément. Qu'est-ce qu'on se marre le avec Marlène Goris. Non, alors, franchement, c'est vrai on sent une énorme colère dans ce film. Très juste, parce qu'elle parle quand même d'une prostitution qui est légale dans son pays. Donc, on voit des femmes au travail. C'est pas idéalisé comme la plupart, 95% des films idéalisent on aime la beaucoup vie des le plaisir, prostituées. mais c'est pas, elles vont pas cueillir des pâquerettes. Oui, le dimanche, alors, là, non, c'est les règles, le vomi, les fausses couches, la drogue. Ça commence par un nettoyage de vomi, effectivement. Ouais. Ce qui est, ça donne l'ambiance. Pour les gerbophiles, c'est pas facile, mais... Et en fait, là, on suit une jeune femme, une jeune maman, qui a un compagnon toxico qui est obligé de s'en sortir, qui ne trouve que ça, et quelque part, c'est pas comme si elle tombait dans le pavé, sur le pavé, comme dans les vieux films des années 30, elle est tombée sur le pavé. Et non, là, en fait, elle cherche du boulot, et en fait, c'est un boulot comme un autre. Évidemment pas comme un autre. Son ami travaille dans ce son ami qui est joué par Henrietta Toll, très très bonne actrice. Et donc, elle va peu à peu se familiariser. C'est-à-dire, c'est à la fois violent et assez évolutif, son parcours, puisqu'au départ, elle se dit, c'est peut-être pas la mort finalement, et puis ça me permet d'être entourée de femmes. Et là, pour le coup, la sororité, elle est moins manifeste. On sent que c'est des destins brisés, justement, comme les miroirs du titre, et compliqués. Et on a affaire quand même à une vision qui est celle d'une femme de la prostitution. C'est pas Byzance, mais en même temps, c'est une vision qui est quasiment inexistante du cinéma. Oui, c'est vrai d'avoir le point de vue ouais. des femmes dans ce milieu-là. Oui, j'avais jamais vu d'autres films comme ça. Et comme tu disais, en effet, elles vivent entre femmes. Et on sent aussi les concurrences entre elles. Me pique pas ce client. Voilà, donc il y a aussi les femmes contre les hommes, mais à l'intérieur aussi de ce cercle féminin, on sent que il faut s'adapter aussi. Il y a peut-être une hiérarchie à respecter. C'est ce que certaines peut-être essayent de faire comprendre aux autres. Et encore une fois...
Marlene Goris s'oppose au regard masculin qui peut être porté par la quasi-totalité des cinéastes à l'époque et encore maintenant, en prenant le point de vue des femmes pour raconter une histoire de femme. Non, parce qu'on avait parlé à son sujet de l'Apollonide, ce que je trouve à la fois pas complètement juste, puisque l'Apollonide, c'est quand même, il y a un côté un peu baroque, un petit peu mise en scène, alors que là, Et complaisant, sinon. un peu, oui, quand même une fascination, en tout cas pour la possession. Là, on sent qu'il n'y a pas vraiment de fascination, que c'est plutôt une dénonciation de qu'est-ce que c'est de poireauter toute la journée. Ah, puis c'est sordide. C'est sordide, c'est absolument. Le bouge est sordide. Oui, c'est Elles absolument... fument des clopes en attendant. Enfin, effectivement, elles doivent se laver. Enfin, c'est sordide. Vraiment. Tu es habillée en moquette marron, c'est quand même. Rien que le rituel, quand elles vont chercher les clients dans la salle, elles ont sur le comptoir des serviettes. Dès qu'elles vont chercher un client, elles prennent une serviette propre. Oh, la vieille serviette rêche là qui gratte. Ouais. Tout est comme ça. Ce geste aussi, c'est 200 florins, je vous le dis, pour la passe à l'époque. 200 florins. Il y en a 100 qui vont être pour la fille et 100 pour le Mac qui est dans son bureau et qui compte les billets facilement. Voilà. Donc on voit tout ça. C'est un film, encore une fois. Bon, il y a toujours la musique de notre ami Lodewijk de Beer. Bien joué. Tu prends un petit gimmick aussi. Mais toujours aussi glaçante. Hein. Bon, lui, c'était un compositeur, je crois, d'improvisation et tout. Donc c'est vrai que ça rajoute encore une fois au film un côté un peu glauque. Personnellement, j'ai trouvé qu'il était pas un peu moins réussi, parce qu'il est très, très réussi également. Mais je trouvais que, tu l'as dit, le parallèle avec ce tueur en série était presque, à mon sens, pas nécessaire. Ou en tout cas, c'est comme s'il y avait presque un film hybride avec 2 films dedans. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Oui, après les 2 histoires se rejoignent à la fin. Oui, bien sûr. Quand même, on a une explication. J'ai vu les 2 films pas dans la même journée, mais un jour et puis l'autre. Bon, c'était... Vaut mieux, ouais. En fait, je trouve que les histoires se suivent. Le fait qu'on retrouve les mêmes personnages aussi, c'est intéressant. Surtout que dans le premier film, Christine M., l'actrice se mure dans le silence. Et là, au contraire, elle parle. Mais elle utilise également le silence au bout d'un moment comme arme pour se défendre comme elle peut. Effectivement, il est peut-être moins percutant parce qu'on a vu Christine M juste avant. Non, mais il reste néanmoins très fort. Mais oui, il est très très fort. C'est un témoignage assez unique de voir un film sur ce sujet-là. Et on n'en a pas parlé, mais dans Christine M et aussi dans Miroir brisé, il y a déjà il y a l'actrice principale qui est vraiment le sosie de la directrice de France Inter. Adèle Van Rett. C'est incroyable, je sais pas, vous regarderez, bref. Mais il y a aussi des personnages qui sont autour et qu'on voit pas forcément dans ce cinéma-là. C'est déjà un personnage, dans les 2 films, il y a un personnage noir, notamment dans Miroir brisé, c'est une prostituée noire. Et dans le premier film, c'est une des témoins du meurtre qui est noire. Ça a son importance parce qu'il y a aussi, la question de l'homosexualité féminine, qui est aussi dans les 2 films. C'est jamais explicite. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que on commence à rentrer dans presque l'intersectionnalité des luttes et en gros, elle les met sur le même plan, Marlene Goris, dans ses films. Oui, elle représente vraiment plusieurs classes sociales, des genres et des orientations sexuelles différentes et des origines, des couleurs de peau. En effet, on a affaire à une mixité assez plaisante à voir et à découvrir. Oui, bien avant Bridgerton. Non, et puis même par rapport aux âges, la mère Macrel du claque qui à la fin on lui dit il y a une soirée étudiante et les étudiants viennent pour se taper toutes les filles du bar et il y en a un qui veut se faire entre guillemets la patronne et jusqu'à la dernière minute elle dit non et elle finit par y aller. Et c'est terrible de voir une femme, c'est-à-dire de cet âge, pour l'époque, qui doit avoir, elle doit avoir 35 ans, mais elle en fait 60, de devoir y aller, où elle négocie avec le Mac, le fait qu'elle va avoir une plus grosse commission et qu'elle y va, mais hyper résignée. Je veux dire, c'est aussi de donner la parole à des femmes qui sont à partir de 35 ans. Puis les étudiants d'Amsterdam ne sortent pas grandis non. ce film. On n'a vraiment pas envie de les inviter aux soirées. Non, en tout cas, oui, on vous encourage à voir ces 2 films. Après, elle va réaliser un 3e film qui s'appelle Last Island. Alors, pourquoi elle a mis aussi longtemps à tourner ce 3e film ? Est-ce que tu as une idée ou Alors, je peux que supposer que, vu qu'elle l'a écrit elle-même et que peut-être Miroir brisé n'a pas rencontré le succès... escompté et aussi fort que Christine M. Je pense qu'elle a tout simplement eu du mal à monter... la production, le budget et tout ça. Qui s'est fait en Angleterre. Voilà, c'est un film ambitieux, en plus en langue anglaise, cette fois-ci, avec des acteurs de tous les pays.
Il y a même un acteur français. Non. Il y a un acteur français. J'aime bien The Last Island. Ben, moi aussi. Et alors, ce qui est... C'est presque une comédie. Hein. Si on peut le voir comme une comédie. On Là, genre, je vois Marcel. ça drôle. Et à nouveau, elle se frotte à un nouveau genre. Le premier film, un peu drame, film de procès, de prison. Deuxième film, toujours le drame, mais aussi le thriller avec l'histoire du tueur en série. Là, on se retrouve sur un film, une utopie en fait, une dystopie, des survivants d'un crash d'avion sur une île déserte. 5 hommes, 2 femmes, un chien, une vieille dame et une seule femme en âge encore de procréer. Et donc, on assiste à leur organisation sur l'île, en société, à nouveau, une micro-société. Et tout va basculer au moment où ils se disent qu'ils sont peut-être les derniers survivants sur Terre et qu'il faudrait peut-être penser à repeupler la planète. C'est drôle ambitieux. Parce que en fait, il y a eu un film qui a obtenu la Palme d'Or récemment. Sans filtre. Triangle of Sadness, qui a exactement... presque, on voit partie, plus longtemps la croisière, mais c'est le même topic, et on voit que c'est quand même beaucoup plus grossier et finalement grand guignolesque, là où c'est assez fin la manière qu'elle a d'amener le fait que de toute façon il faut se reproduire, mais qui l'a dit, qui exige de se reproduire, clairement c'est pas les femmes, mais que le patriarcat même à petite échelle se recrée presque immédiatement. Oui, et surtout sous l'impulsion d'une figure d'un homme très très religieux, voire fanatique religieux qui cite... Militaire en plus. Militaire qui cite la Bible à tout va et qui va chasser dans la forêt et poser des pièges. Voilà, c'est un peu sous son impulsion et au fur et à mesure du film, ces velléités religieuses, il les cache de moins en moins bien. Et clairement, son but, c'est d'asservir les 2 femmes et d'éliminer, parce qu'il y a un couple gay, donc à nouveau le thème de l'homosexualité un petit peu plus encore visible. Et on élimine les homosexuels et on soumet les femmes. Et ce qui est très intéressant en plus dans ce film qu'il faut voir, effectivement il est passionnant, c'est aussi d'avoir mis une vieille femme. Parce que c'est une vieille femme donc effectivement qui ne sert plus à la société, elle n'a plus aucun intérêt parce qu'elle n'est plus en âge de procréer. Et elle est témoin de tout ça. Et son regard à chaque fois est percutant, l'actrice en plus elle est incroyable. Ça va jusqu'à l'absurde à la fin, c'est grotesque. Justement en parlant de maternité, les 3 films posent des questions intéressantes sur la maternité parce que finalement ce sont des femmes qui, même si certains personnages ont des enfants dans les 3 films, la plupart du temps, ce sont des femmes qui effectivement se posent la question et qui disent mais on n'est pas juste des personnes qui sont là pour procréer, on peut aussi avoir une personnalité, avoir un destin sans avoir d'enfants. Et puis elle se réalise pas dans la maternité. Ça en fait, ça les rend pas du tout heureuses. Oui, puis c'est la question importante qui peut-être n'avait pas trop été abordée, c'est la question du choix de disposer de son corps comme on l'entend. Il y a la question des femmes, si elles veulent ou non avoir un enfant, si elles sont enceintes de vouloir le garder ou pas. Et il y a aussi la question à travers le personnage du jeune homme à mourir selon ses conditions et dans la dignité qui est importante. Ça m'a beaucoup surprise aussi, toute cette partie du film. Après la guerre, Antonia revint pour élever sa fille. Ensemble, elles s'installèrent dans le village. On ne parle pas beaucoup de la femme. Mais moi, j'ai voulu faire un film où on retrouve réellement le passé des femmes. Pour que les femmes aient une histoire. Je ne crois pas qu'elle soit fondamentalement bonne, généreuse, belle, tout ça. Comme je dis, elle a les pieds sur terre. C'est ça, je crois. Donc il y a le cycle de la vie, avec ses caractéristiques. Et puis le rythme des saisons. Les choses poussent, renaissent et se perpétuent ainsi, heureusement. Alors là, on vient d'entendre donc la parole rare de Marlene Goris qui répondait à une interview pour journal télévisé, je crois que c'était FR3, à l'occasion de la sortie de donc Antonia et ses filles, son plus grand succès à ce jour, on est d'accord ?
Tout à fait, plus grand succès, Oscar du meilleur film étranger. Et si je ne m'abuse, premier Oscar pour une femme pour tout court. Tout court. Première femme premier Oscar pour une réalisatrice en tout cas. Oui. De toute l'histoire, c'est quand même important de noter. Et sachant qu'on n'en parle jamais, on parle toujours de Catherine Bigelow, mais c'est vrai que c'est quand même Marlene Goris qui a été la première à recevoir un Oscar des mains d'un Mel Gibson déjà un peu chelou. Quand on y repense, il est chelou. Avait-il vu le film? On ne sait pas. À mon avis, il avait entendu parler d'aucun film dans cette catégorie. Alors, Antonia Safi, c'est un très beau film. De quoi ça parle, si tu t'en souviens? Je m'en souviens bien, je l'ai vu hier. Alors. Ah bon? Je travaille quand même avant de venir me voir. Tu l'avais pas vu avant? Non, pour être honnête, elle est très difficile à voir, on est d'accord. Mais oui. J'ai dû, des fois, appeler des cousins de lointains pays pour réussir à le voir. Si tu peux me donner le contact de tes cousins, je le verrai bien aussi. Alors, normalement, il ressort l'année prochaine sur nos écrans. Grâce à vous? Petite info. Non, pas grâce à nous. C'est pas grâce à... Extra-lucide. Mauvaise pub tu me fais. Donc alors, pardon, ça parle de quoi, Antonia, alors? Eh bien, Antonia, ça parle d'Antonia qui revient après la guerre dans son village natal avec sa fille Danielle. Et en fait, on va suivre, là encore, je pense, un nouvel essai sur les genres du cinéma. Pour le coup, on peut parler de comédie, parce qu'il est vraiment très rigolo, le film, et aussi peut-être de conte. Surtout avec la voix off, on raconte l'histoire d'Antonia et sa fille, et la fille de sa fille, et la fille de la fille. Voilà. Et comme disait Marlene Goris dans une autre interview qu'on peut trouver là pour le coup, elle dit d'habitude on raconte une histoire d'homme qui a un fils, et là je voulais faire le contraire, une femme qui a une fille, qui a une fille, qui a une fille. Une saga familiale, en fait, effectivement, comme on en voit peu, puisque par exemple, pensons à Légende d'automne, eh bien, ils n'ont pas de fille. Mais en fait, il y a eu une projection à Cannes réservée aux femmes, ce qui n'était pas sa volonté, mais je pense qu'elle n'était pas tout à fait contre non plus. Et ça avait énormément choqué à l'époque. Et d'ailleurs, elle avait répondu dans un article qui était paru dans Libé à l'époque, de toute façon, quel que soit le genre de film que je fais, mon premier film remonte quand même à 1982 et ça ne plaît pas aux hommes parce qu'ils se sentent exclus, mais je n'y peux rien. Aujourd'hui, 99% des films sont faits par des hommes et sur des hommes. Et si moi, je consacre mes films aux femmes, c'est immédiatement considéré comme un crime impardonnable. Ils se sentent de plus en plus menacés. C'est mauvais signe pour eux et j'ai sans doute brisé un tabou. Bonjour les incels, kikou les mascus. Et c'était il y a 30 ans, encore une fois. C'était il y a 30 ans. On peut encore dire la même chose aujourd'hui. On peut encore dire la même chose. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai retenue, c'est dans la voix off, je crois, et elle dit les cris des hommes couvrent le silence des femmes. Oui. Et je trouvais ça très beau. Ah ouais, c'est très beau, effectivement. Delphine Seyrig aurait pu le dire, mais elle ne l'a pas dit. Donc effectivement, Antonia Safi, c'est un film, je te rejoins quand tu dis que c'est un peu un conte, parce qu'effectivement, le hasard fait que toutes ces femmes ont des filles. Ça peut arriver, mais on sent que c'est presque ancré en elles. Elles veulent avoir des filles, donc elles auront des filles. Il y a même la première fille d'Antonia qui, elle veut un enfant, mais elle ne veut pas d'homme du tout. Et donc, elle va tout faire pour trouver juste un étalon, pour la féconder. Elle va tout faire pour ça, mais tout ce qui l'intéresse, c'est juste d'avoir une fille, et ce qu'elle va avoir. Et tous les hommes qui gravitent autour de cette famille, en plus, sont pour le moins ridicules, à défaut d'être des fois violents. Même, il y en a qui sont très violents. Et donc, c'est un très beau film, c'est un film très, très joyeux, contrairement à ses premiers films qui pouvaient être un peu plus graves. Je dirais que dans le silence de Christine M, il y a aussi de la joie. Il y a aussi de la joie dans le combat. Et même dans Miroir brisé, quelque part, et The Last Island, je pense que c'est pas du tout quelqu'un de dogmatique, Marlene Goris. Elle aime le côté, effectivement, comme Verhoeven, parfois, dire les choses franchement. On n'est pas habitué à ça en France. On a cultivé, je crois, une espèce d'imagerie de la femme bourgeoise qui a rempli le cinéma des années 60 à récemment. Et je pense qu'elle fait quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se faisait ni à l'époque ni maintenant. C'est totalement différent. Et puis, je dois dire, moi, je passe ma vie à défendre la comédie, quelle qu'elle soit, parce que je trouve que c'est quand même plus fort pour faire passer des messages. Le cinéma de Chantal Akerman est passionnant, mais c'est quand même un peu à se tirer une balle. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas feel good, c'est ça pas que tu feel veux good. dire. Alors que là, il y a quelque chose de très réjouissant
dans sa cinématographie, parce qu'elle défend grosso merdo les mêmes choses, mais avec une audace supplémentaire et peut-être un humour assez intéressant. Je pense que la force des personnages féminins de Marlène Goris aussi, c'est que elles disent les choses, elles revendiquent leurs droits et leur liberté. Et en fait, c'est des femmes qui s'assument tout simplement, et ça fait plaisir à voir, et ça redonne de la confiance aussi en les femmes, en notre pouvoir, mais aussi la place dans la société qu'on devrait avoir, enfin que les femmes devraient avoir. Ce que je trouve de plus positif aussi dans Antonia et ses filles, c'est que à nouveau une micro-société s'organise autour d'Antonia et la famille. Elles accueillent des enfants abandonnés, des handicapés, voilà. Et il y a plus d'hommes qui sont représentés. Alors peut-être petit peu bébête ou quoi, mais en tout cas, il y a aussi Doigt Crochu, je pense, au voisin qui sort pas de chez lui, et qui, en fait, c'est des hommes qui soutiennent la cause des femmes et qui marchent derrière elles et pour elles. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Oui, une espèce de réconciliation, pour dire que tout n'est pas noir non plus, effectivement. Je crois que Mel Gibson, pour une erreur d'agenda, n'avait pas pu participer au tournage. Ah, tu crois? C'est pour ça qu'il a remis le prix. Par simplement. Et puis là, il est encore question d'homosexualité. Effectivement, la fille est homosexuelle. Ce n'est pas encore une fois un sujet. Marlène Goris le met dans ses films et ce n'est jamais un sujet. C'est là où c'est fort, c'est qu'elle n'a jamais été... On dit que c'est un cinéma féministe ou militant. Alors peut-être pour ses premiers films, ils sont des films forts, mais je dirais pas que c'est des messages assénés ou voilà. Elle a une façon... C'est pas un des films à thèse. Non, pas du tout. Mais elle a une façon, c'est ça qui est très intéressant, de poser les choses là, de pas être explicative et de laisser, ce qui est quand même essentiel dans le cinéma, le spectateur réfléchir et se poser un milliard de questions sur ce qu'est la société qui l'entoure. C'est quand même une très grande... Moi, en tout cas, je tiens à te remercier parce que tu es là. Mais c'est une vraie découverte. Oui. Et j'espère que la Terre entière verra les films. Et on encourage vraiment nos auditeurs à voir ces films, tous ces films. Bon, par la suite, effectivement, elle a fait d'autres films. Je sais pas. Mais Mrs. Dalloway, moi, malheureusement, j'aurais bien aimé le voir, mais il n'est pas facile à voir. C'est quand même une adaptation de Virginia Woolf, qui n'est pas la dernière des masculins non plus. Avec Vanessa Redgrave et Natasha McElhone, donc gros casting de femmes. Je pense que c'est son plus gros succès, à mon avis, en termes de... qui est sorti en 1997. Et on a aussi La Défense Lougine. Je me rappelle avoir vu l'affiche à l'époque avec John Turturro et Emily Watson. Elle avait quand même conquis une place dans le cinéma international en Angleterre et aux États-Unis, comme d'ailleurs l'ont fait Verhoeven et Jan de Bont à la même époque. Mais ça non plus, c'est pas très reconnu. Enfin, moi, je me pose la question, pourquoi les mouvements féministes qui redécouvrent en ce moment, par exemple Alice Guy, Agnès Varda, Chantal Akerman, n'ont pas encore mis la main, alors certainement c'est une question de matériel, n'ont pas mis la main sur une telle carrière. Oui, c'est incompréhensible. Encore une fois, avec la sortie de ce coffret l'année dernière aux États-Unis, avec les 3 premières œuvres, c'est assez inespéré. Et là, on a sauté sur l'occasion vraiment pour remettre son œuvre à l'honneur en France. Très compliqué. Alors oui, Antonia et ses filles, on l'a appris au détour de conversation, va également ressortir l'année prochaine. Donc on en est ravis. Pour ce qui est du reste de sa filmographie, je ne sais pas du tout si c'est une question de droit ou si vraiment, malheureusement, elle est tombée dans l'oubli. Invisibilisée comme beaucoup. Invisibilisée. Et peut-être que c'est le début d'un travail... à la ressortie de la filmographie de Marlène Goris. En tout cas, ça ne laisse personne indifférent. Ah non. Personne indifférent, qu'on le montre en festival ou que les gens le voient chez eux. C'est incroyable, comme je pense surtout au Silence de Christine, qui est vraiment un film pivot. Je veux dire, les gens après sont différents. En tout cas, non, mais tous ces films méritent effectivement d'être vus. Je n'ose pas aller dans un magasin de vêtements, moi. Non, c'est vrai, ce pauvre homme. Bref. Mais en tout cas, effectivement, elle va continuer, elle va faire d'autres films. Elle va même réaliser un épisode de Hell World, qui est un peu la consécration, parce qu'effectivement, elle-même est homosexuelle, elle vit avec quelqu'un depuis très longtemps. Mais elle va faire donc un burn. Elle va faire un burn-out. C'est un joli jeu de mots, ça aussi. Un burn-out. Bref. Sur un de ses films. Et donc, après, elle va mettre fin à sa carrière. Désolé pour ce jeu de mots. Ça y est, tu l'as compris, Marcel. Et donc, effectivement, maintenant, elle-même est dans le silence. Même malgré cette redécouverte, à mon avis,
c'est une redécouverte qui va prendre de l'ampleur, c'est sûr, sur Marianne Goris. Personne n'a jamais réussi à la tirer de sa retraite. Alors, nous, on est en contact avec la société qui nous a vendu les droits de ces films, qui elle-même est en contact avec le producteur des films, qui lui-même est peut-être encore en contact avec Marlene Goris. Voilà, c'est très compliqué d'avoir de ces nouvelles. On espère pouvoir aller à Amsterdam l'année prochaine pour rencontrer au moins le producteur et Henrietta Toll. Ah oui ? Voilà. Elle nous a donné son accord. Elle est très contente de ce qui se passe autour de ces films. On espère que Marlene Goris, je pense qu'elle est au courant de tout ce qui se passe en France et aux États-Unis avant, autour de ces 3 premiers films. Donc peut-être que... Parce qu'il y avait quand même une rétrospective à la Cinémathèque en début d'année, si je n'ai pas de bêtises. Oui. En tout cas, on vous encourage vivement à voir tous ces films. Juste pour parler de Extralucide, il y a des prochaines sorties. J'ai vu qu'il y avait des sorties de Judith Hellec, beaucoup de sorties. Il nous a quittés tout récemment. Il n'y a pas longtemps, effectivement. Juste nous parler des prochaines sorties Extralucide un petit peu qui vont avoir lieu. Oui, tout à fait. Alors, cet été, il y avait la rétrospective Marlene Goris au cinéma. Il y avait aussi 3 films de Judith Hellec, donc une cinéaste hongroise qui nous a quittés début octobre. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur une ressortie de l'intégralité de ces films, c'est-à-dire 18 programmes, 9 fictions et 9 documentaires. Ça va du court-métrage au long-métrage. Les films ont été restaurés par les archives hongroises du film. Voilà, ça arrive. Beaucoup de boulot, surtout au niveau du sous-titrage. Il va y avoir 6 Blu-ray, un superbe coffret. On a eu la chance de rencontrer Judith Hellec à la Cinémathèque pour tourner des bonus avec elle. Voilà, elle nous a quittés, mais elle avait tout vu de ce qu'on voulait faire, donc ça nous réconforte comme ça. Ça arrivera début 2026 avec un superbe livret de Damien Marguet, je tiens à le dire. Un quiz ? Et c'est maintenant l'heure du quiz, oui, évidemment. À quelle sauce va-t-on être mangé ? Pulvérisé. Karine, c'est un peu la tradition, il y a un petit quiz, voilà. C'est un quiz de rapidité. Généralement, c'est Marcel qui gagne, mais pas toujours. Le thème n'est jamais annoncé, mais là, cette fois-ci, on a parlé donc de Marlene Goris, qui a été la première femme réalisatrice à recevoir un Oscar. Là, c'est un peu chaque fois un thème justement sur les premières femmes qui ont reçu un prix. Donc, je vous demandais à chaque fois, selon la catégorie, de me dire, voilà, donc c'est de la rapidité, je ne veux pas de cris, je veux juste des mains levées, et après je distribuerai la parole, car je suis l'homme, c'est moi qui décide. Alors, première question, la première femme récompensée aux Oscars de l'histoire. Première femme récompensée aux Oscars. Oui. Frances Marion. Non. Ah, fallait lever la main. Ah oui, il fallait lever la main, voilà. J'ai envie de dire Edith Head. Non. Frances Marion. Non. Non, les ailes. C'était Janet Gaynor. Ah oui. Malheureusement, mais c'est facile. Lâchez le micro, Marcel. Frances Marion, c'est pas vrai, elle est scénariste, elle a eu un Oscar en 1930 et Janet Gaynor, c'est seulement en 1937. Non, pas du tout, c'est en 27, mais c'est pas grave. C'est en 27, c'était l'année des ailes. C'est pour la première édition. Je fais tel Jean et Danali. C'est la première édition en 27. Elle a eu en plus un Oscar pour 3 films qu'elle a fait dans l'année. Donc, Janet Gaynor. Énorme carrière que Janet Gaynor, une femme bien oubliée aujourd'hui. 7 à la maison, Street Angel et Sunrise, Song of Two Humans. Donc il n'y avait pas du tout les ailes. Non, Sunrise, Coco, c'est l'aurore de Murnau quand même, s'il te plaît. Oui, voilà. Coco. Je suis le petit coco de personne. Donc un point pour personne. Alors, première femme. Un point pour moi qui connaissait quand même Janet Gaynor et sa carrière. Première femme noire à avoir eu un Oscar. Ça, c'est moi, je sais. Oui. Ça, c'est dans Autant on emporte le vent et c'est. Hattie McDaniel. Hattie McDaniel, effectivement. Bravo, un point pour Marcel. Je tiens à dire quand même que Clark Gable a dit, quand ils ont dit qu'elle était sélectionnée, que si jamais on ne l'autorisait pas à accéder à la cérémonie des Oscars, il ne viendrait pas lui non plus. Ils ont accepté qu'elle vienne, mais par contre, elle n'a pas été acceptée ensuite aux soirées privées des Oscars. Ça, c'est gentil. Et la deuxième qui a reçu un Oscar, vous savez, femme noire qui a reçu un Oscar ? Non, personne ? C'est pas Halle Berry. Et non, Halle Berry, c'est la première fois qu'une femme a eu le rôle de la meilleure actrice. Ah oui, d'accord. Mais c'était Whoopi Goldberg pour Ghost. Voilà. Énorme. Oui, donc il a fallu attendre un petit peu. La première femme asiatique à recevoir un Oscar maintenant. C'était il n'y a pas si longtemps. C'est pas Chloé Zhao.
C'est Chloé Zhao, effectivement, pour Putain, Nomadland. C'est pas vrai. Ouais, c'est la Rien première avant fois. Non, rien avant. Et juste après, il y a eu Michel Yeo pour Everywhere. Everywhere. Donc 2 points pour Marcel Bravo. Alors attention, la première réalisatrice française à recevoir un Oscar. La première réalisatrice française à recevoir un Oscar. Ah, là, ça sèche. Attends. Je vous aide un petit peu, c'est un Oscar d'honneur. Agnès Varda. Agnès Varda, bravo Karine. Et oui, Agnès Varda, c'est en 2017 qu'elle a reçu effectivement des mains de Angelina Jolie, un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Un radis d'or. Je sens que ça vous la coupe, Lou. Ouais. Alors, quelle est l'actrice qui détient le record de nominations aux Oscars? Oui. Meryl Streep. Meryl Streep, effectivement, incroyable. 20 nominations. Quand même, c'est quand même pas mal. Bon, elle a reçu pas mal aussi. Et en France, selon vous, la nomination César, l'actrice qui a reçu le plus de nominations? Isabelle Huppert. Oui, tout à fait. Oui, comme c'est Isabelle Huppert. Eh oui. Ah ouais, je pensais que c'était Catherine Deneuve. Ouais. Non, nomination, non, elle coiffe au poteau, Catherine. Alors attention, quelle actrice Nepo Baby, je vous aide un petit peu, a reçu un Oscar après que ses parents eux-mêmes aient reçu un Oscar? Ça, c'est la fille de Janet Leigh et Tony Curtis. C'est donc Jamie Lee Curtis. Non. Ah non? Non. Mais c'est récent? Non. C'est dans les années 70. Carrie Fisher. Non. Mélanie Griffith. Non. C'est plutôt si je chante comme ça. Ah, mais évidemment, Liza Minnelli. Oui, Liza Minnelli. Pour New York. C'était pour Cabaret. Ah, c'était pour Cabaret. Et sa mère, effectivement, Judy Garland avait déjà reçu un Oscar. Et Vincente Minnelli. Minnelli, effectivement aussi. Alors, quelle femme détient le record d'Oscar? Katharine Hepburn. Non. Edith Head. Edith Head, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Karine. Edith Head qui a reçu, c'est une costumière, on vous renvoie 8 Oscars. Et on vous renvoie donc l'épisode qu'on avait fait des bobines. Qu'on voit dans un Colombo. Tout à fait, avec ses Oscars d'ailleurs. Avec ses Oscars. Exactement. Alors attention, dernière question. Quelle femme réalisatrice a reçu le premier César pour un film? Denis Marshall. Et non, c'est un piège. Comment Quelle femme réalisatrice a reçu un César? Ah, elle a été réalisatrice, mais elle a reçu le César pour autre chose. Exactement. C'est ça. Alors, c'est Eusanne Palsy. Ah, mais bien sûr. Pour Rue Cazenègre. Pour Rue Cazenègre, évidemment. Effectivement, la César de la première œuvre. Et en fait, on l'oublie parce qu'on dit souvent que c'est Toni Marshall, mais finalement, c'est elle qui a reçu le premier César en tant que réalisatrice. Et elle mérite vraiment une bobine. Effectivement, oui, on pourra faire ça, effectivement. Donc bravo, je crois qu'on peut le dire. Alors, il y a eu pas mal de bonnes réponses chez Karine. On va lui laisser. Il y a eu des tentatives. Lou, pas grand-chose. Et Marcel, encore une fois, je crois qu'elle voit les réponses. C'est la fin des bobines. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle bobine. On se retrouve bien sûr sur l'internet, comme on dit, YouTube, Acast, ce que tu veux, chez ta grand-mère, Spotify. Et puis, bien sûr, un grand merci à toi, Karine, d'être venue nous parler de cette cinéaste. Oui, on rappelle quand même que les 2 films donc, sont toujours en salle. Ils vont être bientôt en novembre, je crois, encore au Dietrich à Poitiers, c'est ça? Tout à fait, en novembre au Dietrich à Poitiers et l'année prochaine en Blu-ray. Alors, amis Poitevin, dépêchez-vous et les amateurs de Blu-ray seront gâtés puisque ce sera évidemment une version tout à fait collector. Rendez-vous à l'ouverture de Gibert à 10h du matin. Merci à tous, merci Karine et puis à très vite. Ciao. Ciao tout le monde, ciao. Jusqu'à lucide, extra lucide. Oh, something.